Bonsoir. Ce soir, nous vous proposons Kekawangan. Qu'est-ce que c'est Kekawangan? Eh bien, c'est un très beau documentaire sur une aventure humaine et technique entre la France et le Cameroun, ou comment les producteurs de fèves de cacao du Cameroun sont devenus des producteurs, des fabricants de chocolat. Voilà, c'est ça Kekawangan. C'est un film de Julie Lisambard avec Kwan Nguyen et Cécile Lefort. France Info, 10h08, le tennis avec l'Open d'Australie à Melbourne et une bonne nouvelle pour le camp tricolore. Gaël Monfils, qualifié pour les huitièmes de finale, il a battu en 3-7 le letton Ernest Gulbis, 250e mondial. Nous sommes à du chocolat. Patrick, Elisabeth, Galilée, Jude, Khaled, Lucas et Enzo habitent à 7000 km les uns des autres et pourtant ils partagent sans le savoir un trésor. Il se trouve juste ici, sur cette table. Ce chocolat m'aura emmené drôlement loin. Je m'appelle Julie et au-delà du fait que je sois chocolat-maniaque, je suis réalisatrice. Et je vais vous raconter l'histoire de Kekawangan, un chocolat aux vertus puissantes. Entre les gens que je vais vous présenter, le projet qui les relie depuis presque 10 ans et toutes les vies bouleversées mais tellement enrichies. Et si je dois commencer quelque part, retournons à cette nuit d'orage, éclairée à la bougie. C'est la première rencontre entre les producteurs camerounais et une délégation française. Nous sommes en 2015, au Cameroun, dans la coopérative de Bitili, au sud de la ville d'Ebolova. Il pleut à torrents et le tonnerre se mêle aux conversations d'un nouveau genre pour ces producteurs encore très sceptiques. Ce type d'atelier, aujourd'hui, ça ne s'est jamais fait. Dire que le producteur il va aller jusqu'au chocolat, dans le monde, ça ne s'est jamais fait. Pourquoi? Parce que le sucrier se sucre, exactement. Parce qu'il se dit, mais ça n'intéresse pas les intermédiaires. Que vous soyez autonome et que vous gagnez finalement leur part. Vous nous apportez plutôt la matière grise qui va nous amener maintenant à sortir de la pauvreté avec un élan beaucoup plus grand. Nous avons le verger. Vous avez la technologie. Et c'est vous, les producteurs, vous qui allez transformer votre produit. Ce soir-là, je suis très émue, car je sais que nous sommes en train de vivre un moment fort, l'aboutissement de 5 années de travail. Depuis 2010, il y a eu tant d'exploration, de mobilisation, de doutes, de réflexions, où les élèves, les personnels et tous les acteurs du projet ont construit ensemble les fondations de ce qui allait devenir Kekawangan. Mais revenons en France, où tout a commencé. L'établissement Nanterre Atlantique m'avait sollicité pour être le témoin de ce lien avec le Cameroun. À la base, personne n'imaginait que ça irait aussi loin. Mais très vite, des élèves, en passant par les personnalités politiques, des établissements aux institutions, en passant par des chercheurs, tout le monde s'est engagé dans ce projet un peu fou. Mais attendez, il faut d'abord que je vous présente ma rencontre avec Florent Dionisi et Antoine Mbida, 2 personnages clés. Lui, c'est Florent, il est chargé de mission développement durable à Nanterre Atlantique. Et voilà Antoine, c'est le directeur du collège régional d'agriculture d'Ebolova. Ces deux-là, ils étaient faits pour se rencontrer, 2 utopistes qui croient en leurs rêves, 2 acharnés de travail et surtout 2 frères de valeur. Le courant est tout de suite passé entre eux, presque comme une évidence. Il y a Stéphane Bonneseur, c'est le 3e mousquetaire de cette aventure. Il est le directeur de l'EPL qui, en prenant ses fonctions courant 2014 dans l'établissement, découvre le projet et a le coup de foudre. Il devient lui aussi un fervent défenseur et ambassadeur de Kekawangan. Car Stéphane, il aime les projets un peu fous. C'est un projet un peu atypique des jumelages inter-établissements. Je voudrais dire que c'est un très grand plaisir pour nous, n'est-ce pas, d'être précurseurs de ce genre de projet. On a les mêmes problématiques au nord et au sud et c'est vrai que là on se le dit oui, on a les mêmes problématiques, mais on va essayer ensemble de construire. Parce que quelquefois travailler chez son voisin, ça nous permet de régler les problèmes chez soi. Et vice-versa. Et je pense que ça, c'est de la véritable co-construction et une vraie réciprocité.
revenons au chocolat. Avant d'être noir ou au lait, il y a du vert, de l'orangé et même du violet. Il faut imaginer cette chaleur étouffante, cette humidité pesante, ces grosses fourmis qui grouillent et qui piquent, et ces plantes qui grattent. Dans ces cacaoyères, les producteurs de père en fils ont appris depuis quelques années à faire autrement. Et c'est à partir de là que tout a commencé à changer. Nos vies ont totalement changé à partir du moment où on a eu des enseignements nous permettant d'améliorer notre fève, c'est-à-dire notre produit, qui est le cacao en particulier. Nous avons augmenté déjà la production, la qualité et puis les prix ont changé. Pendant que les acheteurs et les autres vendaient à 650, nous on vendait à 880, 900. Alors voilà, c'est beaucoup, c'est énorme. Et les enfants vont à l'école, on peut avoir le petit déjeuner le matin, on peut bien dormir, on a de quoi payer le courant, de quoi payer de l'eau, de quoi se soigner. C'est très important. En fait, quand tu es devant l'arbre, il faut que tu dises, bon, la lumière est là, il faut qu'elle descende. Ça doit pénétrer. Et mon objectif, il n'est pas avoir des tonnes et des tonnes sur un seul arbre de cabosses, mais c'est avoir les cabosses de qualité, pour faire la fève de qualité. Une fève de qualité, c'est un bon point de départ, mais pas toujours simple de changer les habitudes et les certitudes. Car par exemple, les pesticides décriés dans nos pays développés sont encore aujourd'hui pour beaucoup des produits miracles, garantissant une récolte. D'un voyage à l'autre, j'ai quand même vu les mentalités évoluer. Mais les herbicides, ça tue ton sol, ça pollue l'eau. Et l'eau que tu bois. Mais oui. Il faut le redire, mais avant Kekawangan, les producteurs n'avaient jamais transformé de chocolat, jamais. Tout simplement parce qu'ils vendaient la fève telle qu'elle. En s'investissant dans le projet de création d'un atelier pédagogique de transformation, ils ont donné aux fèves une nouvelle vie et à leur vie une nouvelle dimension. Je me rappelle du soir où les machines ont tourné pour la première fois. Il est tard, il fait très chaud, il y a du stress, de la tension et beaucoup d'émotions pour cette première production. Disons que le sentiment que j'ai ce soir, c'est un sentiment en demi-teinte. Déjà un sentiment un plaisir de voir les machines tourner, de faire les tests, mais également aussi mon souhait serait, n'est-ce pas, de voir les petites inquiétudes que nous avons, n'est-ce pas, être levées dans les prochains jours. Parce que là, nous sommes dans une phase de test, on a des machines, c'est très bien. Dans les tests, il ressort qu'il y a quelques petites imperfections. Et moi, mon souci, n'est-ce pas, c'est vrai, dans les jours à venir, qu'on puisse lever, n'est-ce pas, ces petites imperfections. Ça fait bizarre, quoi. De voir toutes les machines, tout tourner, ça c'est... J'arrive. Désolé. Quand tu vois que tout fonctionne, ça va, bon, il y a ajusté, mais... Soulagé, ouais, c'est quoi comme sentiment? Soulagé, content, et puis je me dis c'est bon, ça roule. Il n'y a plus qu'à affiner maintenant, il y a qu'à faire le chocolat. Quelques jours plus tard, à Ebolova, c'est l'effervescence. Aujourd'hui, nous sommes le 6 octobre 2016, une date à bien retenir car c'est le jour J, le jour de l'inauguration du premier atelier pédagogique de transformation à l'échelle de tout un pays. C'est un jour de fête pour tout le monde, un moment fort pour toutes les personnes investies dans le projet et il y a beaucoup d'émotions. Il faut dire que pour que tout soit parfait, on a travaillé dur ces dernières heures, jour et nuit, à préparer du chocolat. Car j'ai moi aussi mis la main à la pâte, le timing était très serré, mais que de satisfaction de voir ce chocolat dégusté. Et en quelques mois, cet atelier est devenu une référence, d'abord pour les producteurs qui sont venus de toute la région apprendre à fabriquer du chocolat, mais aussi pour les élèves au Cameroun comme en France, qui ont expérimenté et mis au point la technique de transformation du cacao en chocolat et pour certains grandi avec le projet Kekawangan. C'est le cas d'un trio engagé. Je vous présente Andy, Michael et Jeanne. Michael, à l'époque éco-responsable au lycée Jules Rieffel, est le premier à prendre contact avec le CRA d'Ebolova. Un simple mail.
Alors qu'il est élève en première, il n'aurait jamais pensé que cela aurait impacté autant sa vie personnelle et professionnelle. Désormais, c'est lui qui va donner l'envie aux apprenants de s'investir dans ce projet. Dans le projet, c'est vrai que à travers mes études, je l'ai toujours suivi au-delà des mobilités sur place au Cameroun. Avec ce recul, c'est de voir toute la dimension que ça a pu m'apporter et de prendre la mesure et l'ampleur de cette expérience. Et c'est aussi pour ça que je suis encore là aujourd'hui, parce que c'est un projet qui m'a porté, qui me porte et je pense qu'il me portera encore pour longtemps. Andy, lui, est à l'époque apprenti au CFA Jules Rieffel en industrie agroalimentaire. Il tombe dans la marmite Kekawangan par hasard, mais comme on dit, il n'y a pas de hasard avec son savoir-faire. C'est lui qui met au point la première recette de chocolat Kekawangan. Lui non plus ne se doute pas encore que cela va orienter sa vie. Ce projet, il est énorme pour moi, c'est quelque chose d'insensé. Et dire qu'il y a 2 ans, j'étais encore élève et qu'aujourd'hui, j'ai pu créer les recettes de chocolat. Ça me tient vraiment à cœur, j'ai voulu venir ici bénévolement pour travailler. Parce que je ne me voyais pas suivre le projet de loin en fait. Ce projet m'a permis de me guider vers un avenir professionnel. Et puis il y a Jeanne, discrète, qui fera partie de la première expédition. Elle s'engage, dessine, et c'est d'ailleurs elle qui donnera l'identité visuelle au chocolat Kekawangan. Elle sera, elle aussi, marquée par cette aventure. Je ne sais pas aussi bien m'exprimer que toi, mais je suis venue ici, j'ai découvert une hospitalité, une autre culture, j'ai jamais quitté mon pays. J'ai découvert des valeurs, des personnes. Et je suis très fière d'être ici. Et ces valeurs-là, je vais les porter jusqu'à chez moi, les garder toute ma vie. Je vais en prendre soin et les partager surtout. On va verser à peu près un tiers ou la moitié du chocolat. Et on va étaler notre chocolat. Comme Jeanne, Andy et Michael, ils sont très nombreux à avoir trouvé dans ce projet de quoi gagner en aisance, de quoi trouver du sens, de quoi transformer des utopies en actions utiles. Idéal pour les jeunes des établissements de Nantes et des Bolova. Grâce à Kekawangan, ils ont trouvé la dimension internationale à leur projet d'engagement éco-responsable. Des jeunes pleins d'énergie pour sensibiliser et agir au Cameroun comme en France, ils n'hésitent pas à donner de leur temps personnel et à sortir du cadre classique de l'école pour ce projet qu'ils se transmettent de génération d'élèves en génération d'élèves. Éco-responsable, pour moi, ça représente l'avenir, la responsabilité. Pour moi, si j'ai vécu quelque chose aujourd'hui, il faudra que les générations futures puissent exploiter. Éco-responsable, ça porte déjà un partage d'idées entre les éco-responsables du CRA et ceux de Nantes, et ainsi que de nouvelles connaissances. Et de voir que même les Camerounais se mettent à devenir éco-responsables, il y a tout un engrenage qui se crée et on voit que cette transmission, elle s'accentue et s'accélère. Ça va devenir quelque chose de formidable. L'objectif, il est simple, c'est d'être au service de tous et de chacun. Faire comprendre aux gens que la construction d'un État ou bien d'une société ne dépend pas de certaines personnes, mais de la volonté de tout le monde. Les éco-responsables dans l'enseignement agricole existent depuis un petit moment, mais ici, ça n'existait pas du tout. Et du coup, c'est en rencontrant nos jeunes qu'ils se sont dit « Ah bah tiens, mais finalement, nous aussi, en dehors de nos heures scolaires, on peut faire des actions, tout comme eux. » Et du coup, ils ont souhaité aussi s'engager dans cette démarche éco-citoyenne. Et du coup, très localement, sur l'établissement, ils mènent des actions d'éducation-développement durable. Et puis, ils se chargent de sensibiliser d'autres aussi à ces problématiques. C'est exactement le même objectif, en fait, que nos jeunes en France. Donc c'est tout l'intérêt d'échanger sur les problématiques du changement climatique, par exemple, du sol, de l'eau. On a les mêmes questions, pas toujours les mêmes réponses, mais c'est intéressant en tout cas d'en discuter, de confronter les points de vue. À Nantes, un brunch équitable est organisé chaque année. Les jeunes éco-responsables profitent du moment pour proposer des dégustations et surtout faire découvrir le projet Kekawangan. Quoi de plus simple que de partager quelque chose qui nous a transformés. Du côté personnel, c'est une expérience absolument incroyable que j'ai faite. Ça m'a appris plein de choses, une ouverture d'esprit assez incroyable parce que partir là-bas, c'est pas donné à tout le monde. Et moi, j'ai pu voir comment ça marche, comment c'est le Cameroun vraiment. Comme ça m'apporte une expérience même du côté professionnel. Je peux gérer des projets, je peux m'organiser plus facilement. Parler devant des gens, ça me fait plus peur du tout.
D'ailleurs, il est grand temps que je vous le décrive, ce chocolat à la saveur si singulière. Une pointe d'amertume, des notes de fruits rouges, un soupçon de cuir, c'est une certitude, il est unique. C'est 70% de fèves de cacao, du sucre camerounais et c'est tout. Pas d'adjuvant, pas de colorant. Et la recette de ce chocolat unique compte bien d'autres qualités, reconnues par les professionnels eux-mêmes. Bien lisse, très parfumé, à l'odeur, au goût également. On sent bien l'amertume aussi, c'est pas mal pour un gâteau. Et pas n'importe quel gâteau, puisque c'est le premier moelleux au chocolat Kekawangan. Mangé facilement, j'avoue. Et ce ne sont pas les élèves de Nantes Terre Atlantique qui diront le contraire. Qui aurait imaginé tout cela, toute cette histoire, à 7000 km de là? Pas les producteurs en tout cas. Au début, nous n'avons pas cru, mais avec le temps et votre façon de faire et de nous former, de nous imprimer, de nous assister, nous convainc que ça ira. L'avenir du projet nous va tout droit au cœur. Parce que si je rentre encore en arrière, réveiller mes grands-parents ou bien mes parents qui sont déjà morts et qu'ils viennent voir ce projet que nous avons sur la main maintenant là, mais c'est du miracle. On ne l'a jamais connu, on n'a jamais pensé, on n'a jamais espéré. Et ce que je peux dire, c'est-à-dire que les mots m'en manquent. Vous êtes motivé et vous avez hyper motivé, comme je n'ai jamais été. Tout est déjà mis en œuvre, l'atelier est là, les machines sont en marche. Oui, les machines ont même été fabriquées ici au Cameroun. Producteurs, élèves, professionnels viennent à l'atelier apprendre la transformation du cacao en chocolat, mais aussi toute la méthodologie de projet pour mener à bien leur entreprise. De quoi maîtriser le process de A à Z. Nous formons déjà d'abord les producteurs sur la démarche, comment produire la fève de qualité. Ils seront également formés sur la transformation au niveau de cet atelier. Nous avons transmis aux producteurs, nous avons transmis aux apprenants. C'est déjà quelque chose de fort et je pense que ceux à qui nous avons transmis, ils vont informer les autres et je pense qu'avec cela, beaucoup d'autres viendront se faire former ici, dans notre atelier pédagogique. Cet atelier, pour un début, va leur servir de relais. Ils pourront, n'est-ce pas, se rapprocher pour transformer leur position, apporter une plus-value et plus par après, pouvoir s'occuper pour reproduire l'exemple que nous faisons ici. En regardant ces images, on pourrait croire que tout s'est enchaîné facilement. Ce serait une erreur, ce serait oublier un peu vite les remous, les coupures d'électricité, l'absence d'eau courante, encore moins d'eau chaude, les opposants au projet qui peuvent être virulents, les problèmes de transport, l'état des routes rend complexe tout déplacement, et enfin un incendie récent qui, en détruisant une machine stratégique, a stoppé net la production, mettant en péril tout le système. C'est un coup dur parce que déjà on pouvait plus transformer, on ne pouvait plus faire notre chocolat. Et ça a pénalisé non seulement l'activité, ça a fragilisé non seulement l'activité, et ça a pénalisé nos consommateurs, ceux qui étaient déjà amoureux de notre produit. Nous avons lancé un appel à nos partenaires et grâce à la solidarité européenne, nous avons reçu une nouvelle machine. Super! Ah, vous voulez? Neuf, hein? Ah oui, à l'état neuf. Nous sommes très contents. Face à toutes ces difficultés, il y a un interlocuteur qui soutient techniquement et financièrement le projet depuis 2014. C'est le Conseil régional des Pays de la Loire, à travers ses élus qui se sont succédés et ses techniciennes. Sans eux, sans cet appui, Kekawangan n'aurait pas pu se développer comme ça. Le projet Kekawangan, il était très atypique pour nous par rapport à justement le fait que ce soit porté par un établissement d'enseignement des Pays de la Loire. On cherchait vraiment des projets qui étaient structurants et qui impliquaient en plus plusieurs acteurs différents. Et c'est pour ça que le projet Kekawangan est vraiment intéressant parce que justement il implique plusieurs typologies d'acteurs. On est très
attentifs à la politique éducative et puis notamment justement à la participation, l'implication des lycées à l'international et des jeunes lycéens, donc à leur mobilité, à leur ouverture. Parce qu'il est tout simplement bien construit, il y a de la pédagogie, il y a de l'accompagnement sur place, il y a un suivi, la pérennité du projet qui deviendra à un moment donné autonome, et puis il y a également de la formation qui est effectuée par les acteurs du lycée là-bas sur place, et un retour, des évaluations et un retour, une valorisation du projet ici auprès de nos acteurs et notamment auprès de notre nouveau réseau Pays de la Loire Coopération Internationale, puisque le lycée y adhère et pourra présenter ce projet en particulier. Aujourd'hui, c'est jour de livraison, direction le plus grand supermarché de la ville d'Ebolova avec Madame Christine. Bonjour. Bonjour madame. La livraison de chocolat. La livraison de chocolat ce matin, comme en semaine. Chaque semaine, on m'apporte 50 pièces comme ça là. Et je remets dans mon rayon. C'est de très bons chocolats du pays, ça se vend très bien. De retour dans les étals, le chocolat Kekawangan se consomme sur place et par de plus en plus d'amateurs. Et sans le savoir vraiment encore, les habitants d'Ebolova vont pouvoir découvrir une nouvelle saveur, celle du commerce équitable, avec la naissance d'une marque de territoire Made in Ebolova. Ebolova est rentré dans un chemin pour créer une marque de territoire, donc, qui serait la première marque de territoire au Cameroun, Made in Ebolova, avec dedans le cahier des charges strictement copié du commerce équitable avec un aspect évidemment territorial très fort. Donc ça c'est vraiment la particularité du projet, c'est que cet atelier pédagogique bénéficie à l'ensemble du territoire en partenariat aussi avec des collectivités du Nord. Ce jour-là, le comité de pilotage Territoire de commerce équitable d'Ebolova officialise justement les choses, suscitant quelques interrogations. Qu'est-ce que c'est le commerce équitable? Quelle est sa démarche? Quels sont ses principes? Moi, je voudrais savoir comment est-ce que dans cette démarche de commerce équitable, on tient compte du pouvoir d'achat du consommateur. Vous avez parlé de la traite des enfants. Au Cameroun, 50% de la population a moins de 17 ans. Et par rapport à la précarité de la vie, qu'est-ce que vous mettez derrière le terme enfant? À quel âge on considère que celui que j'emploie est un enfant? Le sujet interpelle, car il confronte un concept à d'autres réalités. Entre la théorie et la pratique, comment démontrer les valeurs du commerce équitable? Comment les décliner sur le terrain? La nouveauté, le changement font réagir, et c'est bien normal, car Ebolova est la première ville au Cameroun à se lancer. Une fois encore, la coopérative de Bitili montre l'exemple en y adhérant. Le Made in Ebolova que nous avons mis en place aujourd'hui est l'aboutissement d'un processus qui a commencé justement avec le jumelage entre le CRA d'Ebolova et les lycées nantais. Le label Made in Ebolova se veut donc une fédération de tous les acteurs du territoire de la ville d'Ebolova, qu'ils soient agriculteurs, producteurs, qu'ils soient des artisans, qu'ils soient des petits entrepreneurs d'activités génératrices de revenus. Donc c'est tout cet ensemble-là que nous voulons mettre dans le Made in Ebolova. Bien évidemment, il y a une charte qui régit cette marque, ce label Made in Ebolova. Alors la charte est constituée de 4 principaux points qui vont vers la préservation de l'environnement, bien évidemment, la promotion du territoire, la destination Ebolova, la promotion de la valeur, c'est-à-dire le commerce équitable en lui-même, et puis le social, c'est-à-dire que de donner une valeur à l'humain, à l'homme. Commerce équitable. Avant ce projet, au-delà d'une étiquette, je n'imaginais pas l'impact de ces deux mots. Aujourd'hui, je peux y associer des images, des actions et de vraies avancées pour le quotidien des producteurs notamment. Soutenus, accompagnés, formés mais surtout responsabilisés pour pouvoir subvenir eux-mêmes à leurs besoins par leur propre travail. Cela peut sembler évident et pourtant, même en France, il est nécessaire de revoir les modes de production. Le commerce équitable Nord-Nord, est-ce que ça vous parle ? L'idée est simple, consommer ici ce qui est produit juste là, toujours avec cette notion de bien produire pour mieux vivre. Le commerce équitable Nord-Nord, c'est une pratique inspirée en fait d'un commerce équitable qu'on disait Nord-Sud ou Sud-Nord,
et qui consistait pour des consommateurs, on va dire français, européens, enfin des pays du Nord, d'acheter un produit qui était un produit tropical, on va dire intertropical, à un prix suffisamment élevé pour garantir aux paysans pauvres de là-bas, je fais comme ça, un prix qui garantit quand même une rémunération décente. Eh bien, on a transféré à des produits surtout agricoles de pays du Nord, donc origine France par exemple, origine Europe, le même principe. Il se traduit bien par un prix minimum garanti, c'est-à-dire on garantit aux producteurs que même quand les prix mondiaux s'effondrent, quand localement les prix s'effondrent, il aura ce prix minimum garanti censé couvrir donc les coûts de production à l'identique qu'on procédait donc dans les pays du Sud autrefois. Et en plus, une petite prime qui est accordée à leur organisation de producteurs, libre à eux au sein de cette coopérative de décider l'utilisation de cette prime. Ça peut être un peu une sécurité sociale, ça peut être des investissements. Petite parenthèse rigolote, à la conférence de Marc Dufumier, je croise quelques visages connus. Regardez, il y a Michael ici et puis Jeanne par là. Et le plus étonnant, c'est d'y retrouver Cédric, Monsieur Cédric, loin de ses contrées. Après avoir été élève au CRA des Bolova, puis responsable de l'atelier pédagogique, il est aujourd'hui en France pour de nouvelles aventures, toujours en lien avec Keka Wangan. Lui aussi a trouvé un sens à sa vie. Du Cameroun, j'espère capitaliser et mettre en valeur les nouvelles compétences, nouvelles connaissances acquises ici en France. Je crois que Keka Wangan, ça a été vraiment un déclic pour ce qui est de ma carrière professionnelle. Et même sur le plan de l'accomplissement, la réalisation personnelle, une passion pour les métiers de l'agroalimentaire, de la transformation des produits agricoles qui est une problématique réelle pour le pays, mon pays, le Cameroun. Et également aujourd'hui, je fais une formation d'ingénieur en système agricole et agroalimentaire durable pour les pays du Sud à Montpellier Supagro. Et également accompagner les politiques agricoles et alimentaires du pays aussi qui seront appelées à évoluer, à s'adapter au nouveau contexte, aux nouveaux besoins des populations et des producteurs. Bon, revenons à nos moutons, ou plutôt à nos concepts de commerce équitable et de circuit court. Tout cela a une résonance particulière pour Nanterre Atlantique. Sur son site, et en parallèle du projet Keka Wangan, un atelier de transformation de légumes produits localement est sorti de terre. Baptisée la Féoduc, cette légumerie transforme les productions maraîchères du territoire pour alimenter les restaurations collectives en proximité. Nous, on a fait le lien avec les éco-responsables et le projet Keka Wangan, donc ça date de 2015. Avec le déplacement qu'on avait fait sur avril 2015, notamment par rapport aux problématiques de gouvernance, des outils pédagogiques de transformation et les filières en cacao sur le Cameroun et sur le maraîchage au niveau de la Loire-Atlantique. Donc nous, c'est vraiment deux projets qui sont parallèles parce qu'on s'est rendu compte assez rapidement que les problématiques des agriculteurs des pays du Sud et des pays du Nord se rejoignaient et qu'on pouvait trouver ensemble des solutions. Qu'il s'agisse de la Féoduc ou de Keka Wangan, Nanterre Atlantique joue les catalyseurs en proposant aux élèves de plonger au cœur des problématiques réelles de notre société. Des projets très transversaux qui ont un impact fort sur tous, des élèves à leur famille, en passant bien sûr par les équipes de tout un établissement. Ce projet, il infuse aussi à l'intérieur de l'établissement. D'abord, il s'inscrit dans notre projet d'établissement. Il y a très clairement ces notions-là, ces notions aussi de citoyens du monde. Et puis, depuis le départ, c'est peut-être une centaine de jeunes et de personnels qui y sont allés. C'est pas le projet de quelques-uns, c'est pas une secte à l'intérieur de l'établissement. C'est un projet qui devient de plus en plus collectif. On va le développer sur tous les centres de l'établissement. Et puis, ça influence nos autres projets. Projet au Maroc, on a un projet au Québec, on a un projet en Allemagne et ces projets-là sont nécessairement impactés positivement par ce qu'on vient de faire pendant 3 ans au Cameroun. Sans l'énergie de toutes ces personnes, l'issue n'aurait pas été la même. Je me rappelle très bien de mon premier tournage à Nantes, des schémas dessinés au tableau, de ce partage de connaissances et de Pierre Blaise Angot et de son regard convaincu alors que tout était à construire. Arrivé du Cameroun, il apportait alors son expertise en tant que coordinateur de la rénovation de l'enseignement agricole au Cameroun. C'était fin 2014, des mots et des images qui prennent aujourd'hui des airs visionnaires. Quand on regarde le projet,
Il a bien une entrée pédagogique, mais c'est quand même un projet assez structurant qui fait un pas en entrant par le concept de commerce équitable, mais qui en fait est un projet très opérationnel de production de richesses et de création d'emplois dans le cadre de ce qui se passe au Cameroun. Et ce qui fait de cette aventure une histoire unique, c'est peut-être le fait de l'avoir pensé dès le début comme un modèle inspirant. 5 ans plus tard, je le retrouve au Cameroun. La réussite du projet est telle que cela a permis de contribuer à la rédaction du contenu d'une convention de partenariat intergouvernemental. Ça s'appelle un accord cadre et ça illustre vraiment la puissance du projet. Il faut aussi pouvoir ajouter que dans le cadre de l'accord cadre entre le Cameroun et la France, cet accord cadre capitalise sur l'expérience qu'on a eue avec Kakaouangan dans la mesure où cette expérience détermine des opérateurs. Et l'opportunité est ouverte dans cet accord cadre entre la France et le Cameroun en matière de formation agricole pour dire que des établissements peuvent entrer en jumelage et peuvent initier des actions de développement international à partir de cet accord cadre. Donc, cette expérience a été aussi optimisée dans le cadre de cet accord cadre Cameroun-France signé le 29 octobre 2018 qui met les deux pays dans un chantier commun de formation et enseignement agricole. À partager le plus largement possible, pour ne pas garder pour soi tout ce travail collectif. De quoi inspirer aussi d'autres établissements d'enseignement agricole pour d'autres projets, d'autres produits à transformer. Et pour transmettre, des projections débats, des réunions, des séminaires sont organisés en France comme au Cameroun au cours de ces années de co-construction pour toujours ouvrir grand la réflexion. Je pense que c'est un exemple presque parfait pour nous, parce que c'est un exemple d'un projet qui a réussi, d'un projet qui est sur une filière qui est importante au niveau de la zone. Donc c'est une bonne expérience que nous avons capitalisée. Et donc je pense que c'est important pour nous d'être ici. Ça peut être un modèle d'apprentissage, de formation, un atelier pédagogique, mais en même temps une structuration de filière. Là, cette fois-ci, on parle du cacao vers le chocolat et ses dérivés. Durant ce séminaire, nous avons justement vu qu'on peut aller vers toute cette richesse agricole du Cameroun à travers la mangue, l'ananas, tous les fruits qui peuvent être transformés sous différentes formes et qui va permettre justement à tous ces producteurs de capter plus de valeur ajoutée et donc d'améliorer encore plus leur rémunération. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que des établissements français sont venus, ont constaté comment réussir, comment monter ce type de projet de coopération internationale et comment surtout, à travers l'éducation et le développement durable, on peut avoir une utilité sociale en aidant, en permettant à des producteurs de vivre dignement, permettant à un pays de se développer également. Les fruits séchés, mais quelle bonne idée! Les élèves de Nantes Terre Atlantique n'ont pas attendu pour travailler sur le sujet. En phase de test, les premiers résultats sont plutôt concluants. On a fait des tests pendant 3 mercredis avec les jeunes sur d'autres produits, d'autres transformations de produits qu'on peut trouver au Cameroun. On a essayé sur de la mangue, on a essayé sur de l'ananas, sur de la banane. Ce qu'on a pu tester, c'était des produits qui, une fois transformés, se conservaient bien, facilement et qui ne demandaient pas forcément de procédés trop complexes et trop coûteux en énergie, en matériel. Les perspectives économiques sont donc très nombreuses en ouvrant le champ des possibles à toute filière à l'échelle de tout un pays en pleine mutation agricole, de quoi se réjouir dans les hautes instances. Nous sommes au cœur de l'économie au Cameroun dans ce domaine-là. Là, nous parlons cacao, mais devinez qu'il serait bon qu'on élargisse à d'autres filières. Je pense notamment aux fruits et légumes. Ce que nous faisons va contribuer et est en train de concourir à la mise en œuvre de la révolution agricole du Cameroun. Et en combinant les aspects pédagogiques avec possibilité d'extension de l'expérience de Ebolova, les combinant avec les aspects économiques, nous sommes au cœur de la filière cacao, il faut aller le plus loin possible. Assurément que nous avons pris le bon cap, il nous revient de le tenir fermement.
Dans le monde agricole, en France comme au Cameroun, on a sur certains points les mêmes difficultés ou les mêmes sujets, la recherche de valeur ajoutée, la structuration de filières et les échanges d'expériences. Et là, c'est un très beau projet entre 2 lycées agricoles publics et avec cette volonté d'échange de jeunes et d'experts pour justement développer une filière produits transformés et créer de la valeur ajoutée pour les territoires. Direction la coopérative de Bitili, car c'est ici que l'on ressent le plus grand changement. Les producteurs fabriquent petit à petit leur propre atelier pédagogique. Une nouvelle étape, celle de la duplication, tant rêvée dès le démarrage de la coopération. Le savoir-faire va donc se transmettre désormais de producteur à producteur, pari gagné. Nous avons, je dirais, bénéficié de cet encadrement de ce jumelage. Ce sera égoïste de garder un si bonheur tout seul, puisqu'autour de nous, le cacao est la plus grande culture de rang dans notre région du Sud. Ce que nous envisageons, c'est étendre, c'est-à-dire mettre une collaboration, essayer d'organiser des petites formations à notre niveau, faire venir certaines organisations, certaines coopératives d'ailleurs, de venir vivre ce que nous vivons nous aussi en ce moment, c'est-à-dire ce changement et voir comment, en quelle mesure, eux aussi, de façon timide, ils pourront emboîter le pas. Imaginez un arbre, ses racines bien ancrées dans le sol, ses branches toujours plus hautes, ses feuilles, ses fruits. Eh bien, le projet Kekawangan, c'est ça. Il nourrit, il se déploie, il sème. Qui aurait pu imaginer que l'on travaillerait, quelques années après ses premiers pas, sur sa démultiplication ? Qui aurait pu envisager la création de l'association 3CF, un centre de coopération Cameroun-France, lieu laboratoire de projets solidaires en tout genre. L'association 3CF, c'est le centre de coopération Cameroun-France que nous avons fondé avec Antoine Bida, dans l'objectif de pérenniser notre action et de l'ouvrir à d'autres structures. Concrètement, c'est une association qui regroupe un lieu d'hébergement qui permet d'accueillir tout type de public, mais aussi une surface de production qui permet d'expérimenter des techniques qu'on souhaite partager. C'est une plateforme qui permet à tous les acteurs de l'enseignement agricole français, par exemple, de se connecter avec les réseaux camerounais. On essaie de faire cette interface-là. Qui aurait osé évoquer à la Sodecao, la société de développement du cacao au Cameroun, l'installation d'unités de transformation dans chaque bassin de production camerounais ? En assistant à une réunion de la Sodecao, je prends conscience de la dimension nouvelle apportée par Kekawangan à tout un territoire. Pour le moment, nous voulons commencer par une unité pilote, parce que nous avons une mission, c'est de contribuer au développement de la cacao-culture dans notre pays. Et nous ne pouvons pas parler de transformation sans être à même, n'est-ce pas, de montrer un exemple, d'aider les uns et les autres à s'approprier cette technique. Nous voulons donc installer d'abord une unité pilote, mais par la suite, nous avons déjà engagé Prélang avec des collectivités territoriales décentralisées. Je crois qu'on pourrait, n'est-ce pas, une fois que c'est maîtrisé ici, évoluer vers des collectivités territoriales décentralisées. Ce serait une transformation, je crois, totale de l'économie rurale, de l'économie du pays. On dirait bien qu'une révolution est en cours. Tout le souhait des autorités camerounaises et du président de la République, c'est que nous-mêmes, on soit insérés dans la chaîne de valeur ajoutée, c'est-à-dire la transformation de ce cacao en produit fini. Et c'est ainsi que ça procurera non seulement des revenus à ceux qui transforment au Cameroun, des revenus à ceux qui le produisent, des revenus également à ceux qui le vendent. Et aussi, ça apportera le savoir-faire au Cameroun même dans la transformation du cacao. Qui sait, il n'est pas bon que toujours on pense consommer du chocolat suisse ou belge, alors que ni les Suisses ni les Belges ne sont producteurs de cacao. Mais au-delà du cacao, vous l'aurez bien compris, c'est aussi et surtout une grande aventure humaine. La vie au Cameroun n'est pas toujours un long fleuve tranquille, et les chances ne sont pas les mêmes pour tous. C'est en partant de ce constat qu'une autre belle idée est née. Direction Ngala, à 500 km d'Ebolova,
pour y découvrir le CID, le Centre international d'initiation et de développement. Et ce jour-là, nous sommes très attendus. Ici, nous avons là nos étrangers qu'on attendait depuis le matin. Ils sont là, ils sont venus travailler avec nous pendant quelques heures. Comme vous le connaissez, c'est depuis décembre que nous avions engagé ces activités-ci. Désormais, c'est nos potentiels partenaires. On va travailler ensemble pour longtemps et avec vous. En assistant à cette journée d'atelier dans laquelle un ancien élève du CRA ouvre la première page d'une nouvelle histoire d'échange et de partage, je prends conscience du pouvoir magique de Kekawangan. Ici sont écrites les bases d'un nouveau jumelage avec cette même envie d'agir. Et à chaque fois, Kekawangan suscite des questionnements profonds et une ouverture d'esprit. Mais maintenant, en termes de problématiques, c'est vrai que ce n'est pas facile, mais nous y allons parce qu'il faut qu'on travaille beaucoup. Il faut beaucoup travailler, il faut beaucoup réfléchir. Et pour la réflexion, doit aller dans deux sens. D'abord interne et externe. Qu'est-ce que nous avons à l'interne qu'il faut transformer, qu'il faut partager? Et qu'est-ce qu'il y a à l'externe qu'on doit adopter, qu'il faut partager, adopter et mettre en œuvre? Voilà un peu ce qui est problématique. Mais nous pensons que si davantage on accentue la coopération, nous aurons dans l'avenir des très bonnes perspectives de développement. En filigrane de chaque personne que vous avez entendue depuis le début de ce récit, il y a quand même cet ingrédient de base. Une sorte de liant indispensable, vous voyez, celui qui donne toute sa saveur au chocolat. Ce sont bien évidemment toutes ces rencontres, tous ces visages, ces voix, ces émotions, ces rires et ces larmes aussi, ces coups de stress, ces coups de colère, ces moments de découragement et ces explosions de joie et de fou rire. En fait, c'est tout simplement la vie, dans sa version la plus humaine. C'est exactement ça. Une grande famille partageant les mêmes valeurs. Et j'ai la chance d'en faire partie. Vous savez, c'est ce genre d'aventure indélébile que vous racontez encore et encore et que vous partagez avec vos enfants. Car oui, comme Andy, Jeanne, Mickaël et tous les autres, Kekawangan m'a montré que décidément, tout est possible. Cette aventure, c'est une aventure de notre vie. On voit un rêve qui est en train d'être réalisé. Oui, moi c'est Fouman Tonton Dieudonné. Alors, votre prénom c'est Fouman Tonton Dieudonné. Ah, c'est l'ordre de l'ensemble, Fouman. Alors, Fouman. Fouman. Tonton Tonton Dieudonné. Dieudonné. Oui, ok. Et ça c'est votre prénom et nom ou c'est juste votre c'est mon nom et mon prénom. D'accord, ok. Donc votre nom c'est Fouman. Fouman, d'accord. Et votre prénom c'est Tonton Dieudonné, ouais. Une grande frite avec un Big Mac, un McDrive.
Foumane, F-O-U-M-A-N-E. Bah là, c'est pas mal. Oui. Si je m'approche encore. C'est aux fourmis, hein, ne touche pas les feuilles. Ah oui, il y en a plus. Attends. Oh non, c'est bon, il y en a pas. Ah si, il y en a plein. Non, ça va, il y en a pas. On surveille. On surveille. Nous, on surveille. Alors, Stéphane, c'est ton prénom ou c'est ton nom? Allô. Allez, chauffe, allez, serre les mains, Zipi, ouais. Ça va, Mickaël? Bon, attendez, on va fermer juste un peu les vitres, on peut pas avoir C'est pas bon. Donnez beaucoup de chocolat. On a goûté chocolat là-bas, Cameroun, très bon. Chocolat au riz soufflé? Chocolat riz soufflé, un peu expansé, la texture, ça sent. Un point, le bilan en fait du chef d'établissement de Nanterre Atlantique sur ce projet, Kekawangan, mais peut-être sur d'autres en fait, sur les perspectives. Oh non, pitié. Bon, écoute, tu sais ce que tu dois dire. Alors dis-le. Vas-y, crache la Valda. Il y a de l'eau qui rentre dedans là. Ça dérange pas, il n'y a pas de problème. Non, mais il y a du joint parce qu'il y a eu un trou. Mais non, ça va toi, t'inquiète pas. Bon, et tu sais, si le crocodile se fâche, il pourra certainement passer par là. Donc, on met pas les mains à tremper dans l'eau. Hein. Nous sommes pareils là, nous sommes frères là. Je suis maintenant avec Florent Dionisi, qui est le chef du projet Kekawangan. Monsieur, donc j'ai de nombreuses questions à vous poser. Comment toute cette affaire a-t-elle commencé ? Comment elle a commencé ? Moi, je travaille dans un lycée agricole public en Loire-Atlantique et il se trouve que l'enseignement agricole a des missions, la mission d'éducation forcément, mais aussi la mission de coopération internationale. Donc on doit faire vivre cette mission-là dans nos établissements en mettant au cœur du projet des élèves. Et il se trouve qu'on sortait d'un projet qu'on avait avec l'Inde. On avait travaillé la phytoépuration d'un village. Et en interne, on a quelqu'un qui est d'origine camerounaise qui a dit « Mais ce que vous avez fait avec l'Inde, c'est super. Est-ce que vous pourriez faire quelque chose pour mon pays ?» Et en fait,
ça démarre à ce moment-là l'idée de travailler avec le Cameroun. Et le cacao, comment est-il arrivé ? Alors le cacao, il est arrivé après, c'est-à-dire que dans cette première phase, on a travaillé avec les élèves et nous, le réseau Cameroun de l'enseignement agricole. On a organisé un réseau à ce niveau-là et on s'est connecté avec un autre établissement de formation à Ebolova, donc qu'on va pouvoir découvrir dans le reportage, avec l'idée de dire on va faire un jumelage, mais pas un jumelage basique d'échange de jeunes, mais autour d'un projet qui inclut le territoire. Et on a fait un diagnostic, les élèves sont partis sur place, et on s'est rendu compte que le cacao était la culture de rente la plus importante dans la région sud d'Ebolova, et qu'il y avait des gros soucis de valorisation de la fève, et l'idée a été de dire, en travaillant avec les producteurs, et si on allait jusqu'à la transformation du cacao en chocolat, dans un atelier pédagogique avec toutes les formations qui vont avec. Et là, on parle d'un laps de temps de combien de mois, de combien d'années entre l'idée et le début du tournage ? Alors, entre l'idée et le début du tournage, l'idée, elle germe en 2010. On croise la route d'Antoine Bida et du CRA d'Ebolova en 2013, fin 2013, début 2014. Donc on a tout ce temps-là où on se pose plein de questions sur le pays, on essaie de prendre des contacts. Et le tournage démarre en 2015. En 2015, c'est pour ça que souvent on nous pose la question combien de temps ça a duré. On n'est pas parti une semaine où Julie a filmé pour réaliser ce reportage, mais c'est bien un travail depuis 2015. C'était un choix qu'on avait fait de pouvoir valoriser ce projet-là plutôt qu'envoyer des rapports de mission ou autres. On les fait, mais on trouvait que c'était plus facile à partager à la fois pour les jeunes, pour les partenaires aussi du territoire en France et au Cameroun, parce que l'image, c'est assez universel. Et on a, de 2015 jusqu'à aujourd'hui, pris souvent des images. Il y a eu plusieurs missions et on a vraiment suivi cette évolution. C'est une très bonne idée et le résultat est, je dois dire, en ce qui me concerne, je le trouve absolument excellent. Et au total, combien d'élèves ont été impliqués ? Aujourd'hui, directement, qui sont déplacés, donc directement, il y a plus d'une centaine d'élèves ou d'étudiants et français, j'entends. Et après, d'élèves impactés, que ce soit en France ou au Cameroun, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a du mal à quantifier parce que c'est un projet qui vraiment rayonne au-delà des frontières. Hein, donc, ça représente un nombre assez important. On essaie d'évaluer en ce moment, justement, l'impact qu'a ce projet et c'est assez important. Comment ça s'est passé de la fève de cacao? Qui a eu l'idée d'aller jusqu'au chocolat et comment s'est passé il fallait quand même faire venir les machines, les techniciens, les spécialistes pour organiser tout ça? Alors en fait, on a commencé, comme on le fait nous traditionnellement dans l'enseignement agricole, par des visites sur le terrain, c'est-à-dire on s'est déplacé, on a travaillé avec nos collègues camerounais dans les cacaoyères, on a regardé un petit peu comment ils pratiquaient. Moi, je suis de formation agricole, mais le cacao, je ne suis pas né dans une cacaoyère. Mes collègues du Cameroun connaissent mieux, donc on a échangé nos pratiques techniques et on a fait nos calculs en disant mais finalement la transformation va apporter une plus-value énorme à ce cacao et finalement c'est pas si complexe que ça à faire. Après, la question des machines, elles n'existent plus à cette échelle artisanale. La transformation du cacao, on trouve des grosses chaînes sur des chocolatiers plus professionnels, mais on part dans des prix énormes sur ces chaînes-là. Donc, on s'est dit, mais si on faisait aussi travailler les artisans locaux pour recréer des machines. C'était un pari un peu fou, hein, oui. Mais on savait que ça pouvait donner aussi une impulsion économique aux artisans et on regrette pas aujourd'hui parce que on a recréé des machines, donc il y avait les producteurs étaient là, les élèves, vraiment tout le monde. Il faut bien imaginer qu'à chaque fois quand on se réunit, il y a toutes les strates du projet et l'idée c'était, on disait aux constructeurs, voilà le cacao, la matière entrante elle ressemble à ça, on voudrait qu'à la sortie ça soit par exemple concassé ou broyé et là lui mettait tout un processus
en route en disant donc il faut que j'écrase, il faut que je broie, il faut que je presse, donc quelle machine j'associe. Donc ça a pris une bonne année de tests quand même, d'échanges. Mais ça lui a permis au constructeur de créer finalement des machines qui aujourd'hui, il est en train aussi d'en déployer parce qu'on lui en demande. C'est des machines qui n'existaient plus. Et l'idée aussi, c'était d'avoir quelqu'un qui soit en capacité derrière de pouvoir entretenir les machines. Parce que si c'est pour importer des machines européennes qui, à la première panne, il faut faire venir la pièce de je ne sais où, ça ne nous intéressait pas puisque l'objectif de l'atelier, c'est aussi qu'il soit duplicable. C'est aussi pour ça qu'on ne voulait pas quelque chose qui coûte des 100 et des 1000 en termes de ressources. Donc c'est tout ça qu'on avait dans la tête au moment où on construit l'atelier. Ce qui était un défi qui par moment on nous disait mais vous n'arriverez jamais. J'entends encore certains chocolatiers que je ne citerai pas qui nous disaient mais de toute façon ils n'arriveront jamais à notre qualité de chocolat. J'aimerais faire goûter aujourd'hui le chocolat du Cameroun à ces gens-là. Donc c'est... Et comment avez-vous été accueillis sur place par les agriculteurs qui produisent des fèves de cacao? Alors, les premiers temps d'échange, et on le voit dans le reportage, il y a beaucoup de méfiance en fait, parce que jusque-là, faut savoir que le Cameroun n'avait pas le droit de transformer son cacao. C'est dans les règles de commerce international. Ça fait pas longtemps que Pourquoi c'était un accord entre les pays. Le cacao devait être vendu, mais il n'y avait pas d'autorisation. J'ai jamais réussi à retrouver ce texte-là. C'est beaucoup d'échanges que j'ai eus en local. On me disait, mais ça fait pas longtemps. C'est un symbole de la colonisation aussi pour les producteurs, le cacao. C'est quand même un produit importé. Donc, dans un premier temps, on a été accueillis avec méfiance en se disant, c'est encore des promesses qu'on vient de faire. Qu'est-ce qu'ils viennent nous prendre? Je me souviens de ce producteur qui me disait ça, mais nous, on est tellement habitués à voir arriver les Blancs et ils nous font des belles paroles et au final, on ne voit rien arriver, des promesses. Donc, dans un premier temps, c'est vrai que ça a été la méfiance, mais comme on fait un travail entre deux établissements scolaires, qu'on a un partenaire qui est aussi bien impliqué dans son territoire, on a peu à peu gagné la confiance des producteurs par la démonstration aussi, par le fait d'aller travailler avec eux, montrer que finalement, on n'est pas si différent que ça. Nous, en France, en Europe, on a les mêmes problématiques de circuits courts, de transformation, de survie des agriculteurs. Donc c'est vrai que c'est le temps qui a permis à chaque fois, step by step, à chaque fois on faisait un pas, on disait on avance. Et c'est ça qui aujourd'hui nous permet d'avoir un projet qui est solidement ancré au Cameroun parce qu'il est porté par ces producteurs même qui doutaient au départ. C'est vraiment c'est du temps, c'est beaucoup de temps. Et alors là, pour conclure, où en est-on de la fabrication du chocolat, de la production du cacao et de la fabrication du chocolat? Quels sont les prix d'une tablette et est-ce qu'un jour on en verra à Paris? Alors, c'est souvent une question qu'on nous pose. Nous, l'objectif de l'atelier, c'était effectivement produire un chocolat pédagogique, c'est-à-dire qui sert un peu de locomotive aux producteurs du territoire pour les amener à faire leur propre transformation, leur propre atelier. Donc ce chocolat Kekaongan, notre volonté, il est qu'il soit à 95% disponible au Cameroun, parce que ça dynamise aussi tout le tissu économique local, ceux qui le vendent. Et l'idée, c'est de créer une filière plutôt avec les producteurs qui sont en train de s'installer pour faire arriver les produits en Europe. On ne voulait pas faire une concurrence déloyale. On est deux établissements publics, on n'a pas à aller sur ce champ-là. Donc on pourra trouver en France, dans les mois, années à venir, ce chocolat-là et d'autres produits transformés, puisque ça a forcément donné l'idée à d'autres producteurs de dire mais je peux aussi valoriser mon ananas, je peux valoriser mon arachide en faisant du produit transformé, il y a une plus-value importante. Donc on est encore en cours, c'est un projet qui avance toujours. Florent Dionisi, je vous remercie. C'est vraiment une expérience très intéressante que nos téléspectateurs ont découvert. Merci beaucoup. Bonjour Madame Baduel, est-ce que vous pouvez me dire comment vous êtes entrée en contact, comment vous avez appris l'existence de ce projet Kekaongan et quelle a été votre implication? Alors, ce projet est un des projets qui est porté par un de nos établissements d'enseignement agricole
qu'on incite toujours extrêmement fortement à développer des projets de coopération qui non seulement soutiennent la mobilité des élèves et des jeunes, parce que je pourrais en parler, mais c'est un axe très très fort de notre politique au sein du ministère de l'Agriculture, d'ouvrir les jeunes sur le monde et d'en faire des citoyens du monde, mais également d'avoir des projets qui sont plus sur du long terme, avec de la co-construction au profit des établissements de part et d'autre. C'est vraiment un bénéfice mutuel. Et donc, quand l'établissement a souhaité développer ce partenariat, nous l'avons très fortement soutenu, à la fois en soutien de méthodologie, également par un octroi un petit soutien financier, même si nos moyens sont toujours limités. Mais voilà, donc nous avons appris ce projet qui date déjà d'il y a plusieurs années. Hein, c'est quelque chose qui s'inscrit dans la durée. Voilà, et donc nous étions enchantés. Nous avons vu ce projet prospérer. Les équipes de part et d'autre monter en compétences, s'enrichir mutuellement. Donc c'est vraiment un projet remarquable. Et je suis très touchée que vous l'ayez identifié, que vous l'ayez apprécié comme nous. Oui, j'ai trouvé ce documentaire remarquable, c'est ça qui m'a frappé, et je pense que c'est un plus au projet. Déjà, le projet en lui-même est très intéressant parce qu'il permet cet enrichissement mutuel entre la France, le Cameroun, les producteurs de cacao sur place et les spécialistes français, mais en plus, il apporte une touche particulière, j'irais presque à dire artistique, à l'ensemble du projet. Quels sont les principaux axes de la coopération que vous menez avec l'Afrique ? Alors, je peux vous parler un peu de l'origine. L'origine, ça a été beaucoup des mobilités. Mais maintenant, on va beaucoup plus loin. On est sur de la coopération plus institutionnelle, donc à tous les étages. Notre souci, c'est vraiment d'avoir un co-développement et faire en sorte que les coopérations soient toujours à bénéfice mutuel. On a beaucoup à s'apprendre les uns les autres, mais moi, à chaque fois que je vais en Afrique, je suis émerveillée parce que je me dis on a plein d'idées à prendre. Donc, on a un axe qui est bien évidemment autour de la mobilité des jeunes, leur ouverture à de nouvelles façons de faire, hein, dans les deux sens. Hein. Les nouvelles façons de faire à la fois par rapport au métier qu'on leur enseigne, puisque c'est aussi des pratiques professionnelles. Donc, se poser la question sur des nouvelles façons de conduire leur exploitation quand il s'agit de jeunes qui sont formés à l'agriculture, mais ce n'est pas du tout juste à l'agriculture que nous assurons des formations. On informe aussi à l'agroalimentaire, la gestion de la nature, le service à la personne, enfin, les analyses de laboratoire. Donc on a une très très grande palette de formations. Donc déjà évidemment, leur apprendre de nouvelles façons d'aborder les questions professionnelles, la nouvelle façon de vivre, des nouvelles façons de se comporter, de l'ouverture à d'autres cultures. C'est valable aussi pour les enseignants, de nouvelles façons de former, d'encadrer des jeunes, de les accueillir. Donc, on a toujours été un laboratoire d'innovation pédagogique. Mais au-delà de ces seules mobilités de jeunes ou d'enseignants, on a des coopérations beaucoup plus institutionnelles. Et donc, on a formalisé toute cette stratégie et toute cette volonté dans ce qu'on a appelé les 4 engagements de l'enseignement agricole pour l'Afrique, qu'on a pris en déclinaison des orientations qui avaient été données par le président de la République, Emmanuel Macron, en 2017 à Ouagadougou, dans ce discours fondateur. Et donc, dans ces 4 engagements, on a bien évidemment la question de la mobilité réciproque des étudiants, sur laquelle j'ai beaucoup parlé. On va au-delà un sujet de construire ensemble des formations avec, si possible, arriver à court moyen terme à des co-diplomations, ce qu'on a déjà entre plusieurs établissements d'enseignement technique ou d'enseignement supérieur agricole. Vous savez qu'on a aussi des formations d'ingénieurs, de vétérinaires, paysagistes et des formations d'enseignants. Donc la co-diplomation, la co-construction de parcours. On a un axe qui porte sur le soutien des réformes institutionnelles des systèmes de formation agricole et rurale, puisque les pays d'Afrique sont, comme la France, des pays qui sont extrêmement attachés à leur agriculture, qui en fait la richesse et qui en fait la vie des territoires. Et donc, on a tous un souci d'accompagner nos politiques de développement agricole et territorial par la formation.
parce que c'est la clé. Et donc on a beaucoup de pays partenaires qui sont intéressés à partager nos expériences en matière de formation agricole, puisque vous savez que la France a la particularité d'avoir un enseignement agricole dédié, sous la houlette du ministère de l'Agriculture. Donc on a tout ce travail d'aide à la conception de systèmes de formation, d'ingénierie de formation des enseignants, etc. Et à chaque fois, c'est extrêmement utile de part et d'autre, puisque nous aussi, ça nous conduit à nous poser des questions et à revoir, le cas échéant, nos dispositifs. Et le quatrième des engagements, c'est celui de l'appui au développement de jeunes entrepreneurs africains, donc avec notamment de l'accueil en France dans des cursus et de la préparation à développer une action d'entrepreneur en Afrique. Donc on a quelques beaux succès comme ça, dont on est très fiers. Voilà. Donc 4 engagements: l'entrepreneuriat, l'appui institutionnel aux réformes, la construction de parcours communs de formation avec double diplomation et les mobilités réciproques. Autant de sujets dont nous pourrons certainement reparler à Télésud. Valérie Baduel, je vous remercie d'avoir accepté de participer à cette émission qui touche à sa fin. C'était donc Keka-Wangan, un exemple parfait, presque parfait si on veut, de coopération entre la France et le Cameroun. Merci d'avoir suivi cette émission et à bientôt.